Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en cette matinée du 22 avril 2022. Il est 9 heures. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Mina, déjà en place. Mina, bonjour. Comment ça va? Ça va? La dernière semaine de Ramadan? Oui. Comment ça se prépare? Ça se prépare. Ça se prépare. Voilà. Voilà. Je me dis tous les jours, je vais dormir tôt, je vais dormir tôt pour me préparer c'est justement, toujours- mais ça ne marche pas. Ça persiste Ça- toujours le c'est- manque de sommeil, hein. C'est horrible. C'est pas L'organisation, possible. planning, sommeil. Non, mais je m'engueule chaque soir, mais chaque soir, voilà, ça se répète, ça se répète, ça se Mais répète. c'est commun quand même, hein, Mina. Oui, mais C'est commun, hein, c'est quand pas on... bon. Pratiquement, lorsque c'est le mois de Ramadan, C'est il y a le automatique. sommeil qui est perturbé Mais c'est automatiquement. incroyable. Même si on se dit, on va pas veiller, mais on va quand même s'en trouver 2h, 3h du matin. Quand je ne veille pas, quand je veille pas, je dors à 2 heures. Ouais, bon. Et Mais- quand on veille, on dort, hein. Ouais, je dors pas. On dort pas. On dort pas. On dort pas. Non, mais c'est pas. Continuité. Je comprends pas pourquoi. C'est pas fait exprès. Mhm. C'est pas du tout fait. À chaque fois, je me dis, non, je vais dormir tôt, je vais dormir tôt. Mais ça vient pas. Je sais pas. Faudrait penser à faire une étude sociale finalement. Voilà, Finalement, exactement. par rapport à ce phénomène, c'est un phénomène commun. C'est vrai que toute personne qu'on rencontre le mois de Ramadan, donc le premier problème, c'est le problème de sommeil. Même si on organise qu'on va dormir tôt, on ne dort jamais tôt. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et Voilà. pourtant, c'est un jour comme les autres, hein. C'est un mois comme les Exactement. autres. Mais exactement. Mais Où on est censé être mieux organisé aussi. normalement. Oui. Mais voilà, c'est. Sauf dans le sommeil. Sauf dans le sommeil. Sauf dans le sommeil. Je comprends peut-être que le docteur peut-être pas va nous éclairer un petit peu. Bon, ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement. Mais effectivement, on devrait se pencher encore une fois sur cette Avant la question fin, ça à serait travers- bien. Avant la fin. Avant la fin. Préparer peut-être le Ramadan prochain, Inch'Allah, Exactement. pourquoi Comme ça, peut-être que le Ramadan prochain, ça va un petit peu, ça ira mieux. pas. Ça ira mieux. J'espère. On s'organisera mieux. Bon, en même temps, ça fait des années qu'on se dit ça, mais Oui, bon. mais bon. Ça va de soi, ça va de soi. Mais sinon, Mina, aujourd'hui, en compagnie du docteur Fethi Benachno, qui vient nous rendre visite chaque vendredi, il vient parler toujours de santé, mais cette fois-ci, pas de santé du côté médical, comme nous avons l'habitude de le faire, mais plutôt du côté social. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des désagréments sociaux liés au diabète. Il y en a beaucoup. Hein. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà, le plus commun, on sait très bien que les diabétiques ont tendance à beaucoup uriner. Et Exactement. si on est dans la rue donc en plein jour, pas particulièrement pour les évident. femmes, c'est vrai que ce n'est pas toujours tout. évident. Ça, Du c'est tout. parmi les exemples donc, des désagréments sociaux liés au diabète. Nous reviendrons avec un peu plus de détails en compagnie du docteur Fethi Benachno. Musique, ça te dit? Plaisir. Danse, ça te dit? Bah oui, évidemment. Apprendre la musique et la danse, c'est encore mieux. Attends, je préfère regarder. Je préfère ne Apprendre, pas. Je suis très mauvaise danseuse, donc Oui, mais si tu as un bon coach, je sais pas si ça va marcher. tu as déjà essayé? Non. Ben voilà. Alors, non, ce non, sera non, j'ai jamais l'occasion. essayé. Mais... Alors, ce sera l'occasion, puisqu'aujourd'hui, nous allons avoir quelqu'un qui est de renom international. Il s'agit de Amin Kuder. Donc, on le sait, Amin Kuder, il est chef d'orchestre. Il a vraiment fait voyager la musique algérienne, la musique contemporaine à travers le monde Exactement. entier. Et il a justement lancé la première académie internationale de danse et de musique qui est ouverte à tout âge, donc de 3 à 99 ans, accompagnés de leurs parents. De 3 à 99 ans Accompagnés de leurs parents. Accompagnés de les 3 ans ou les 99 Les 3 ans et les 99. On va y aller. On va y aller. Et voilà, et justement, à On l'occasion va prendre de un la temps. célébration du premier anniversaire donc de l'Académie, une très belle soirée aura lieu cette semaine. Voilà, nous parlerons également ce matin en compagnie de Kenzan Chal qui reviendra sur l'actualité associative de la semaine. C'est bien. Voilà, actualité associative. Encore une question. C'est quoi ton rapport avec les viandes? Ah, c'est une grande histoire d'amour. Ah ben voilà, particulièrement le mois de Ramadan. Toute l'année, je n'ai aucun problème. Aucun problème. Toute, tout au long toute de l'année. Une viande particulière que tu préfères? Toutes. 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 Sans Poisson, exception. viande blanche, viande rouge. Toutes sans exception. Je Voilà. n'ai Et aucun problème pourtant- avec ça. Voilà. Et pourtant, c'est vrai qu'elles sont bonnes, les viandes très riches en protéines, mais avec modération. Comme tout autre aliment, bien entendu. Évidemment. Voilà, évidemment. Et justement, notre Une fois par nutritionniste- jour, tous les jours. Non, quand même pas. Je répondrai pas à cette question. Non, hein. quand même Je pas. répondrai pas. Non, Déjà, non, déjà que moi, je me fais calmer à la fois par rapport aux boissons gazeuses, les viandes. Moi, au moins, j'en prends pas, donc ça va. Tu équilibres avec les viandes?
voilà, pas de boisson gazeuse, mais j'avoue que Mhm. je suis carnivore. Bah, carnivore, on verra ce que notre nutritionniste nous Je crois qu'elle dira. va m'engueuler, Certainement. Bah, on fera certainement. l'équilibre quand même, Mina. Comme ça, on sera engueulés toutes les deux. Voilà, Voilà. les boissons gazeuses et les viandes. Et généralement, ça va de soi, les boissons gazeuses et les viandes. Mais c'est pour ça qu'on s'entend bien. Voilà, finalement, effectivement. Et nous terminerons l'émission en musique, puisqu'une interprète, une interprète, une chanteuse, une artiste sera parmi nous ce matin. Voilà donc pour le menu. Mais sinon, aujourd'hui, on a été bien gâtés par le soleil ce matin, du moins. Oui, Du moins. ça va continuer. Ça va continuer? Ça va Tu nous continuer. donneras un peu plus de détails, Avec Mina? plaisir. Allez, on y va. Et ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc nous allons avoir un peu plus de détails sur les nouvelles du ciel, Mina. Donc, alors hier, il y a eu beaucoup de pluie, avant-hier aussi. Aujourd'hui, Oui. retour soleil. Retour du soleil, carrément. C'est même pas progressif, c'est d'un coup. Ah, c'est dingue. Ah ouais, c'est d'un coup. Ah, vraiment, vraiment avril, le mois des fous, hein, par Ah, excellence. c'est incroyable. C'est incroyable la différence entre hier et aujourd'hui, même les températures. Même les hein. températures, j'imagine. Exactement. Voilà, donc c'est là encore une fois, il faut faire très attention. Docteur Fethi Ben Tout à Achnoun, fait. on avait parlé la semaine dernière d'ailleurs, comment se comporter quand il y a ce genre de changement brutal de température. Tu nous donnes un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Allez, c'est à toi. Alors, comme je le disais, un soleil dominant hein, tout au long de cette journée. À l'ouest, au centre, à l'est, on notera des vents assez forts hein, vers l'intérieur ouest jusqu'à 50 km/h. Beaucoup de soleil également sur l'ensemble des régions sahariennes, du Nord Sahara vers les oasis, vers l'extrême sud, pardon, en passant par le Sahara central, le Sahara oriental, le Hogar et le Tassili. On notera de fréquents soulèvements de sable, notamment vers l'extrême sud, le long des frontières algéro-maliennes, le Hogar et le Tassili et des particules de sable. Suspension notamment vers l'intérieur ouest. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera jusqu'à 26 degrés du côté de Tlemcen, 21 degrés à Alger, 22 à Tizi Ouzou, on notera 23 degrés à Oran ainsi qu'à Annaba sur la partie sud, on lèvera 28 du côté de Béchar, Gardaya 27 degrés, Hassim Saoud et Ilizi, on notera 34 Tamnarasset ainsi qu'à Adrar et Insalah et enfin 42 degrés, ce sera la maximale à Bordeaux du Mukhtar et Ingezam. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 20 et 30 km/h à l'ouest du pays, entre 10 et 20 km/h sur le centre et enfin entre 30 jusqu'à 40 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite au continent africain pour cette journée. Eh bien, on notera un ciel plutôt voilé à N'Djamena Niamey, dégagé à Khartoum côté Mercure. On aura 29 degrés au Caire, 23 à Tripoli, 42 degrés à Khartoum, 43 degrés et enfin 43 degrés à Niamey ainsi qu'à N'Djamena. Encore une fois, excellente matinée et à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, c'était les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed, 21 degrés, il fait quand même bon. Non, ça va. Ça va. Pas 21 degrés à l'ombre, donc il faudra compter jusqu'à au moins 24, Voilà. 25 à peu près. Mais il fait bon. Non. Température saisonnière. Exactement. Voilà, température. Exactement. Mais il faut quand même continuer à faire attention. Il faut s'attendre encore au retour de pluie, probablement. Il faudra durant la semaine. Exactement. Bah, faudra s'y attendre et en même temps, il fait toujours frais Oui, effectivement. le matin et le soir. Et le soir. Donc voilà, faut bien se couvrir. Dans tous les cas, il faut bien se couvrir le matin et le soir. Si vous sortez, couvrez-vous bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure, Mina, après Jean Avec plaisir. Après celui de 19h. Tout à fait. À partir de demain, demain à partir de 9h. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Mina. Merci, Noah. Allez, à tout à l'heure. Et on continue. Cette fois-ci, on va écouter Asma.
Docteur Fethi Ben Achnou est déjà parmi nous. Docteur, bonjour. Sabah al-Khair. Sabah al-Nour. Et Nour al-Huda est parmi nous, alerte et avec un joli chemisier bleu. Merci beaucoup. Ça va? Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, on va... habituellement, on parle un petit peu de pathologie vue, on va dire, d'angle médical. 100%. 100%. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser quand même au bien-être, mais plutôt du côté social. Très important, et votre présentation est exacte. Le fait, pourquoi à partir de ce plateau, j'ai l'honneur de pouvoir dire qu'on met le paquet sur l'hospitalocentrisme. C'est-à-dire que notre cerveau, notre façon est accepter la maladie et la prendre en charge médicalement. Or, et aujourd'hui, je vais vous exposer la définition de la santé, et surtout de la santé publique. La santé, et je l'ai dit à maintes reprises, c'est un état de bien-être. Oui. Je mets le paquet sur le mot bien-être. Istiqrar, en langue arabe, c'est bien-être physique, mental et social. On est en bonne santé lorsque ces trois éléments sont réunis. Là, on a mis le paquet que sur le physique, évidemment, il faut traiter médicalement une pathologie, en l'occurrence le diabète, mais socialement aussi. Et je vais dire pourquoi. Le diabète, il y a des signes caractéristiques du diabète. Très important, on fait des analyses. Mais le diabétique a deux gros problèmes qui le perturbent socialement. C'est-à-dire des envies d'uriner, comme ça, spontanées, et c'est lié au diabète parce que il y a une concentration de sucre qui démène, donc ce qui fait que le corps va devoir uriner pour diminuer ça. Et deuxièmement, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle les diarrhées métaboliques. Comme ça, et c'est très important de connaître socialement ce qu'est, vous allez comprendre pourquoi, ce qu'est un diabétique, c'est que ça peut le surprendre comme ça, une envie irrépressible d'aller uriner, mais vraiment très... Ou bien, le contraire, c'est une diarrhée, qui n'a absolument rien à voir avec une intoxication. Il peut y avoir une intoxication, mais le plus important, les diarrhées métaboliques, c'est que ça survient comme ça. Vous êtes au boulot, vous êtes au marché, vous sortez, vous êtes dans un bus, dans un taxi, dans un train, partout vous marchez dans la rue, et brutalement, brusquement, vous avez une histoire de diarrhée ou une envie d'uriner. Et pourquoi je dis les désagréments ? Il faut impérativement aller uriner. Il faut aller impérativement répondre à la diarrhée pour se libérer. Et socialement, où est-ce qu'on le fait? Avec une attention particulière, très particulière. On n'a pas... Vous voyez que pourquoi on parle de santé publique? C'est qu'une maladie, elle ne doit pas être prise, hélas, comme on le fait maintenant, uniquement ordonnance, et est-ce que l'insuline est disponible ou elle n'est pas disponible, ce qui est important, ce qui est vital. Mais il y a aussi socialement. Je vous donne un autre élément. Dans la ville, dans les rues, dans la ville, il y a des poteaux indicateurs, sont interdits, sont obligatoires, tout ça. Bon, la mairie ou je ne sais pas quel service, ils décident un jour, ils ont leur propre raison, de couper le panneau qui est... Comment ils le coupent? Ils le coupent, même pas à ras, ils le coupent comme ça, et vous avez des morceaux de fer rouillé qui sortent. Et le diabétique, vous savez qu'une blessure, quelle que soit la blessure au pied, est mortelle, infection et tous ces éléments-là qui entraînent des amputations. Et donc vous voyez que ce qui est, on ne prévient pas les diabétiques qu'il faut se vacciner contre le tétanos, parce que ces morceaux de fer qui sortent de terre parce qu'ils n'ont pas été coupés à ras sont rouillés, ensuite occasionnent des blessures. Donc vous voyez que il faut être tautologique.
dans le sens où quand on prend une maladie, c'est pas uniquement l'hôpital. L'hôpital au sens large, c'est-à-dire L'hôpital, comme on a dit, prend en charge le côté médical. médical. Voilà. Mais la prise en charge dans le cadre de la santé publique d'une maladie est globale. Il faut savoir aussi quelle est la vie de tous les jours et maintenir le bien-être istiqra de diabétique. Donc vous voyez que pourquoi à chaque fois j'insiste, c'est à partir de la définition de la santé, il faut prendre le côté physique, le côté mental, un jour on en parlera, et le côté social. Ça c'est extrêmement important, ça peut aggraver et perturber et annuler toute cette prise en charge médicale. Cette vision qui est la nôtre actuellement, il faut qu'elle évolue. C'est vital. Ce n'est qu'un retour aux sources et je le dis à chaque fois et je le répète, notre système de santé est une prise en charge globale et qui met à la disposition des citoyens la prise en charge nécessaire, c'est dans les quartiers, c'est dans les... Mais il faut que tu changes la formation initiale de tes médecins, la formation initiale. Il faut former les gens de la commune. Par exemple, on parle du diabète, moi je dis qu'il faut former les services techniques de la mairie ou de la daïra. Et le gars qui soude ou qui découpe une plaque en fer ou un panneau, il faut qu'il sache que ce qu'il est en train de faire peut impacter son collègue, lui est diabétique. Effectivement, donc c'est la responsabilité de tous, donc non seulement les médecins, les services donc de la mairie, mais aussi les comités de quartier et les associations qui font un travail quand même merveilleux sur terrain. Voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de facilitations justement pour avoir les agréments, pour créer les Elles comités sont de sur quartier. le terrain. Elles sont sur le terrain, mais effectivement. Leur boulot, il ne s'agit plus de réfléchir uniquement doigt. Est-ce qu'il faut qu'on peut trouver, non, il faut que, c'est très important que les associations se mettent un travail d'équipe avec les mairies, l'équipe technique, les techniciens, l'ouvrier. L'ouvrier a un rôle dans la protection. Même docteur, il a son rôle parce que on ne peut pas connaître, il n'y a que la personne qui porte la maladie qui connaît réellement ses besoins et donc c'est en communiquant, c'est en échangeant finalement qu'on peut, j'ai envie de dire, répondre aux besoins de la société. Chers collègues et chères présentatrices, et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'éducation sanitaire, mais quand quelqu'un est malade, il y a l'éducation thérapeutique. On fait une éducation thérapeutique du malade. Quelles sont, et il faut ouvrir les perspectives. Tu évolues dans la société avec ta maladie, il ne faut pas que ça impacte négativement sur ta participation à la société au niveau de ton boulot, parce que imaginez que quelqu'un se blesse ou que quelqu'un, et surtout, j'apporte une attention particulière aux femmes qui ont des diarrhées métaboliques ou des envies d'uriner, elles souffrent et on se doit, parce que je suis médecin, d'éviter cette souffrance et d'organiser au niveau de la société où elle évolue, très très simple, des sanitaires, ce qu'on appelle des sanitaires, mais des sanitaires adaptés, pas des lieux transmission de microbes, des sanitaires. J'ai vu un projet, pas un projet, elles existent au Japon, des sanitaires, ils sont merveilleux, et là, je dis ça aux architectes, on a construit des sanitaires à Alger, parce que je ne sais pas comment ça se passera à Oran, Constantine, mais c'est des blocos, on est des adorateurs du béton, des blocos. Non, il faut, et là je m'adresse à nos architectes, penser, réfléchir. Et je vais aller plus loin. Ne pas donner d'agrément d'ouverture d'un centre commercial. Est-ce que, imaginez-vous, dans un centre commercial, c'est immense, il n'y a pas de toilette, wahda. On vous dit, le bureau, imaginez, c'est une vie intime, une femme qui dit, est-ce que je peux avoir les trucs toilettes Oui, mais dans les cahiers des charges, de toute façon, les sanitaires sont obligatoires.
Tu sais très bien, je te dis tu Il y a parce pas que de problème. je perds mon contrôle. Tu sais très bien que moi, je réagis et j'examine et ce qu'il y a sur le terrain. Sur le terrain. J'ai pas accès, moi, aux réunions, aux cahiers des charges, aux données. Non, c'est ce qu'il y a sur Non, le parce que terrain. justement, vous avez parlé d'agrément, donc on ne donne pas d'agrément aux centres commerciaux si Voilà. il n'y a pas de sanitaire, De sanitaire, mais c'est très une important. obligation, c'est vraiment l'une des premières choses à laquelle on pense. Et même là, C'est d'ailleurs le cas pour les magasins aussi, c'est aussi le cas Même- pour même, les autres commerces. même, et même dans les magasins où existe, Oui. pas magasin, établissement recevant par exemple un restaurant ou Oui. autre. Un restaurant banal, je ne parle pas des Oui. high level, comme on dit. Un restaurant banal. Mais c'est la dernière roue de la charrette. Oui. Ah, rentrez, Effectivement. voyez ce qu'il y a. Effectivement. Sur le Mais plan hygiène, c'est vrai que sur le c'est plan laisse à d'hygiène, désirer. il faut que ça soit pensé. Comme on met une grande vitrine accueillante avec Oui. des lumières, tout ça, je crois que ce qui est important, c'est que les toilettes aussi. Et affecter un personnel spécialisé les toilettes. Parce que j'ai vu dans une grande, comment on appelle ça, un grand, pas les supermarchés ou des Oui. trucs comme ça, c'est vrai qu'il y avait des toilettes. Mais je vous jure que c'est Impraticable. impraticable, quelque chose de terrible. Il faut mettre, et l'été bientôt va arriver, il faut mettre un personnel spécialisé et savoir que c'est un lieu qui est très fréquenté. Et il doit être fréquenté parce que ça consiste mon bien-être. Je viens acheter, je vais en ville, et quelque chose qui soit très fonctionnel, disons fonctionnel, aéré, ne pas être là. Et là, je répète à plusieurs reprises, attention particulière aux femmes qui sont diabétiques. Et il faut, mais en urgence, trouver une solution pour assurer leur bien-être. Effectivement, mais au fait, ce que vous nous donnez comme conseil et recommandation, encore une fois, aux diabétiques, mais sinon, ce sont des recommandations finalement qui s'appliquent à tous, parce que vous êtes là et vous défendez toujours la santé publique, vous défendez toujours la prévention. Donc finalement, avoir comme ça des commodités, j'ai envie de dire, qui sont c'est disponibles médical, pour tous, ça relève ça de prévient la prise en charge du diabétique. Voilà. Ça relève de la prise en charge. Je dis, et je vous remercie, il faut que l'on sorte de cette vision hôpitalocentriste. Il n'y a que l'hôpital, les médicaments, la facture du médicament et toutes ces choses-là. On oublie la relation, la prise en charge du diabétique ou de tout malade ne se limite pas. Ça y est, j'ai fait une consultation, j'ai rempli une ordonnance, salam alaikum, ala khair. Non. Et je le dis, je le répète, notre système de santé, 50 ans, a réfléchi à cette pensée, à cette prise en charge holistique, globale de la maladie, qui va même plus loin de la prévention. De la prévention des autres maladies aussi, parce que quand on est sain, si on peut doit se retenir recoller. les urines, par exemple, toute la journée, tous les jours, ça va finir par, Vous savez, les par avoir normes, d'autres maladies. les normes de la cuvette, de la cuvette. Quand c'est un lieu public fréquenté, il ne faut pas mettre de cuvette anglaise. Oui. Et c'est la cuvette turque, qu'on nomme Oui. turque. Et là, on met des trucs ultra modernes, de marques connues, ou trucs comme ça. Et c'est des cuvettes anglaises. Ça n'est pas du tout recommandé dans C'est un pas lieu hygiénique. public. C'est Ce pas n'est pas hygiénique. C'est des choses que je ne comprends pas moi. Pourtant, on a des spécialistes, on a des architectes, on a des hygiénistes, des épidémiologues, on a, mais Peut-être que la collaboration manque un petit peu entre tous ces spécialistes. oh, il y a pas médical, on est en maître de. Maintenant, même dans les hôpitaux, il y a des équipes thérapeutiques. Moi, j'ai été dans grâce à l'enseignement supérieur, on faisait le briefing du matin, la femme de ménage était présente parmi les maîtres assistants. Effectivement. Et la femme de ménage n'était pas faite. C'est un maillon de la chaîne. Et parfois, le contact patient est meilleur avec la femme de ménage qu'avec le maître assistant et tout ça. Et la femme de ménage, le personnel de hygiène, de surface, comment
ça, et n'est pas faite uniquement pour préparer un café ou être... Non, elle est dans l'équipe thérapeutique. Vous voyez qu'il faut changer notre système de fonctionnement, notre hôpital, le fonctionnement de nos hôpitaux, par sa projection dans la santé publique, c'est encore bloqué. C'était le temps de le système français, où il y avait le patron, chef de service, on appelle ça mandarina, où rien après lui, c'était le bon Dieu dans le service. Maintenant, les techniques, les méthodes ont changé, et pour une meilleure prise en charge, et surtout, le médecin, dans le cas de la santé publique, doit penser, doit réfléchir, doit être présent dans la prise en charge de la vie sociale du malade. Voilà, et j'espère, ce matin. Alors la vie sociale du malade, mais la vie sociale aussi des autres personnes saines, parce que c'est ce qui permet encore une fois d'aller dans la prévention, une fois. Docteur, pardon, une chose, je crois qu'il faut apporter une attention particulière, il faut le sentir ce que c'est qu'un diabétique qui a une diarrhée inopiné, ce qu'on appelle diarrhée métabolique, ou bien une envie irrépressible d'uriner, et surtout le problème est aggravé chez la femme. Nous, les mecs, là, je change de voix. Nous, les mecs, on peut aller contre un mur ou dans un... Non, ça fait rire, mais il faut vivre ce que vit. Et ensuite, se retenir, surtout chez la femme et surtout chez la petite fille, se retenir de ne pas uriner peut avoir une répercussion en amont, c'est-à-dire les reins. Vous voyez que la médecine, c'est une vision globale. Il faut connaître sa clinique, il faut connaître sa pathologie, et connaître la vie de votre patient et les conséquences qui peuvent aggraver sa maladie si, par exemple, on ne prend pas en charge sa vie sociale. Je reviens, comme j'ai débuté, par rapport à la définition de la santé, un état de bien-être physique, mental, voilà. Et je vous tire chapeau. Merci beaucoup, docteur, encore une fois, pour ces recommandations. Et c'est vrai qu'on a tendance beaucoup à parler des maladies du côté médical, mais on a tendance aussi à négliger le côté social, malheureusement. Donc voilà, vous mettez encore une fois le poids là où il faut. En tout cas, merci beaucoup. Docteur, on se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Avec chemisier bleu, vous allez changer. C'est sûr que je vais changer. Mais bleu, je ne sais pas. Probablement, je resterai dans le bleu. Probablement. La semaine prochaine, vous avez déjà une idée de quoi vous allez parler? Non, moi je crois que j'ai une idée. Avec plaisir. Je crois que j'ai une idée. Vous savez comment j'ai dit? Vous savez pourquoi? Parce que la semaine prochaine, donc on sera vendredi, et puis dimanche ou lundi, Inch'Allah, ce sera à l'Aïd. À vous le choix des armes, comme on dit. Et comme aujourd'hui on a parlé de diabète, et l'Aïd... Ok, premier jour de l'Aïd, c'est comme le... Ah tiens, on va faire ce sujet. Ah yes, ça y est. Mais une chose qui est importante, c'est de savoir comment je choisis mes sujets. C'est dans la rue. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une femme, une citoyenne, tout ça. C'est là où me viennent les idées, parce que je trouve que c'est extrêmement important. C'est le terrain. C'est ce que nous disions tout à l'heure, d'ailleurs, docteur. Le malade lui-même, il a une grande responsabilité parce qu'il n'y a que lui qui peut réellement communiquer ses besoins, et c'est ce que vous faites d'ailleurs à chaque fois. En tout cas, on vous remercie, docteur. On vous dit très belle semaine à vous, et on se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah. Dernière semaine de dernière ligne droite. Et on continue. Cette fois-ci, on va parler culture. Quelque chose. Là, c'était nos parents. Voilà, vous voyez le contact c'est les grands-mères, hein, généralement. C'était les mamies. Effectivement, nous l'avons tous vécu, effectivement. Et justement, c'est une exposition qui s'intitule Yahdinjen. C'était justement pour faire honneur un petit peu à ce patrimoine immatériel. C'est une exposition qui réunit justement une tisseuse et une artiste peintre, et c'est au niveau de la galerie Hangar, au niveau donc de Garden City. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Yahdinjen, Yemdinjen, une exposition qui nous raconte les traditions algériennes à travers les œuvres créatives de deux artistes inspirés du patrimoine algérien riche en diversité.
sous le thème du patrimoine algérien, car c'est le mois qui est consacré pour. Et donc, nous avons mis à l'honneur Fazi Bouaouni, l'artiste peintre, dont je vous laisserai par la suite donc découvrir ses toiles. Et aussi donc Nesty Djom, qui est une dame qui est spécialiste dans la tapisserie. Voilà. Donc la galerie d'art Hangart est un espace dédié entièrement aux jeunes artistes qui souhaitent donc faire connaître leurs œuvres. Et nous, Garden City, avons mis à disposition à titre complètement gratuit aux jeunes artistes cet espace. Voilà. Donc on est prêt à accueillir des artistes qui soient donc peintres, écrivains, sculpteurs, en tout genre. À l'occasion du mois du patrimoine, nous avons choisi un thème pour cette exposition, donc qui est justement un héritage oral. Donc, et cette phrase a tant bercé notre enfance. Donc c'est un peu, il y a aussi le ramadan et tout. Donc on voulait créer cette ambiance aussi chaleureuse avec nos traditions, notre patrimoine matériel et immatériel. L'artiste Ekram de L'Rouat expose pour la première fois. Elle nous fait découvrir des tapis tissés en laine de mouton. Fatma Zahra Bouhouni nous fait voyager avec ses 21 tableaux à travers toute l'Algérie, mettant en exergue les différents pans du patrimoine. Donc elle a dessiné ces deux symboles, il y en a un qui représente l'œil et un autre qui représente le palier. Ça a vraiment une histoire. Et en fait, il faut savoir que le tissage, ce tissage-là, c'est 80% de laine et ses origines de ce tissage, c'est de l'Rouat. Et c'est quelque chose qu'on commence à perdre. Donc, mais grâce à Ikram et avec des femmes avec qui elle tisse, justement, on arrive, elle participe à cette sauvegarde-là. Et puis, avec nous, Fatma Bouaouni, donc qui est artiste plasticienne, mais qui est très engagée, comme elle appelle les femmes, les gardiennes du temple, donc les femmes qui sont un peu dans l'ombre, nos gros-mères. Elles rendent toujours hommage à ces femmes-là, donc qu'ils ont sauvegardé un peu les traditions et tout. Donc, on retrouve justement dans ces tableaux, donc les rahaba, il y a les... Enfin, toujours en avant nos traditions et aussi notre patrimoine matériel, le hayek, les kasbah, les médinas. Les œuvres exposées font ressortir les couleurs et les fils de laine, la beauté et l'authenticité de notre patrimoine ancestral. Cette exposition est visible jusqu'au 30 avril. Et voilà, c'était donc une exposition qui met en valeur le patrimoine matériel et immatériel intitulée Yahdjanjan Yamjanjan. Donc c'est une exposition que vous pourriez visiter jusqu'au 30 avril ici au niveau de la galerie Hangaré, restant avec l'art, avec la danse, avec la musique. Et nous allons parler ce matin avec le maestro Pider. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, Sahar Mdanek. Même si on est à la dernière ligne droite, exactement. Mais bon, il reste quand même quelques jours. Exactement. Ça va, vous allez bien? Très très bien. Alhamdulillah, de retour justement d'une grande tournée, d'un grand concert international, concert de l'UNESCO. Oui, tout à fait. Donc je suis artiste de l'UNESCO pour la paix, donc je viens d'avoir ce titre renouvelé il y a de cela presque 8 mois. Dans ce cadre, donc, je suis directeur artistique de l'Orchestre Philharmonique International, artiste de l'UNESCO pour la paix, et nous avons fêté le 26e anniversaire donc, de cet orchestre. Et cet orchestre travaille dans le cadre du dialogue interculturel entre Orient et Occident, et moi j'ai la chance de pouvoir donc, y mettre dans les programmes musicaux, notamment notre musique algérienne sous la forme symphonique. Alors lorsque vous dites dialogue entre civilisations, entre civilisation, voilà, entre l'Orient et l'Occident, on va comprendre que par là vous mettez en valeur des compositions musicales donc des deux rives. Exactement, parce que pour comprendre la culture des autres, il faut comprendre sa propre culture. Et l'idée de par donc ce titre, c'est défendre aussi donc l'identité qui est la mienne, avec fierté algérienne, et aussi pour montrer aussi que la musique universelle, elle l'est aussi à travers la musique algérienne. Donc c'est pour ça qu'on fait tout ce travail-là. Mais bien entendu, on fait aussi connaître la musique classique universelle un tout petit peu à travers plusieurs pays. Notamment, donc on a fait une grande tournée
donc sur invitation du ministère de la Culture donc de l'Arabie Saoudite. Et on a fait une tournée de trois concerts pour l'opéra arabe. Donc on a fait ça à Riyad le mois dernier, et surtout avec la chance d'avoir notre compositeur qui s'appelle Tariq Ben Warqa, qui est un formidable compositeur algérien qui a écrit des opéras en arabe, qui a été chanté par la grande chanteuse syrienne Rasha Rizq. Et ça, c'était donc la semaine dernière, le mois dernier, au mois de mars. Il y avait beaucoup de monde, donc il y a un intérêt particulier pour l'opéra chanté en arabe, fait par donc des artistes arabes, donc un compositeur, une chanteuse et un chef d'orchestre arabe, et surtout algériens bien entendu, et qui ont donc donné ces concerts en Arabie Saoudite. C'était vraiment un très très gros succès avec l'Orchestre Philharmonique International. Vous nous avez ramené d'ailleurs un extrait. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Voilà, allez, exactement. on va écouter un extrait donc de ce concert et on se retrouve juste après. Pas encore. Je pense que pas encore. Pas grave. Pas encore. Alors, en attendant d'avoir donc cet extrait, justement revenons un petit peu à la composition, on va dire je pense que là c'est prêt. Oui. Allez, on va écouter. Voilà, c'était donc un extrait très gracieux, hein, il faut dire. Mais ce qui m'a interpellé le plus, Amine Kouider, c'est un peu la tenue que portait l'artiste interprète, donc Rasha Rizq Karakou. C'était pas fortuit en tout cas, ce qui est C'était sûr. pas fortuit, bien entendu, c'était l'image. Donc ça, c'est le compositeur Tariq Ben Warqa qui lui a demandé de porter donc cette tenue traditionnelle qui est magnifique, qui est belle, qui est aussi symbole de beauté de notre culture, donc à l'international. Et ça, c'est formidable parce que aussi, donc dans l'orchestre international Philharmonique International de l'UNESCO, il y a aussi des Algériens qui ont participé avec nous, avec d'autres, il y a à peu près 10 nationalités. Et donc c'est avec fierté que j'ai fait ce concert pour montrer aussi qu'il y a des talents algériens qui s'expriment à un très 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 haut niveau donc artistique sur la scène internationale. Voilà, alors si on parle de talent donc, qui s'exprime à haut niveau, on parle quand même de professionnalisme et tout ça, ça passe quand même par une formation quand même de base très exigeante. Exactement. Moi, ce que j'ai compris par mon parcours de 30 ans de vie de chef d'orchestre et de directeur artistique, c'est l'importance de s'engager auprès des enfants, parce que les enfants, c'est le public de demain, mais aussi c'est les musiciens de demain. C'est leur donner la possibilité de connaître cet art qui est la musique, et la musique tout court, pas forcément occidentale ou la musique orientale, c'est la musique tout court, mais la musique doit être apprise dans un cadre vraiment rationnel et aussi pédagogique. Haut niveau. Donc c'est pour ça qu'on a créé avec tout un groupe l'Académie internationale
de musique à Assema, donc au niveau d'Alger, entre la Bibliothèque nationale et dans le quartier de Hamma. Et là, on va fêter le premier anniversaire de cette académie, Inch'Allah, demain. Et c'est ouvert donc aux enfants. Donc c'est un concert qui va être donné par les enfants. Et ça, c'est une première. Donc les enfants vont prendre en charge donc ce concert et vont jouer. Il y a 30 enfants qui vont jouer individuellement. Et puis après, on va tous les rassembler. Ils seront accompagnés par les professeurs. Donc je vais diriger ce concert. C'est la première fois que je dirige un ensemble vraiment d'enfants et je suis très 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 heureux de le faire et donner la possibilité aux enfants de s'exprimer. Il y a une grande différence entre enseigner des enfants et des adultes. Très grande différence. Gérer aussi un orchestre d'enfants, un orchestre d'adultes. Oui, c'est vraiment, les principes sont complètement différents parce que l'enfant, il faut l'intéresser d'abord par... Il faut être très patient avec les enfants. Il faut être très très patient, il faut être perspicace, il faut les aider aussi à comprendre quels sont leurs besoins et leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer techniquement, musicalement, artistiquement. C'est vraiment une très très belle aventure. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de concerts éducatifs à travers l'Algérie, presque une quarantaine de wilayas, où j'ai vraiment fait ces concerts éducatifs en expliquant ce que c'est qu'un orchestre symphonique, demandant de participer avec nous en chantant la gamme musicale, etc. Mais au-delà donc de concerts éducatifs temporaires comme ça, là, c'est vraiment tout ce projet-là, matérialisé pour la transmission, qu'il est aussi de transmettre tout ça, de repérer des... Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette Académie internationale. On travaille c'était une année pas facile. C'était vraiment très très difficile. C'est une petite et une jeune donc académie qui est juste personnelle. Donc on n'a pas forcément de l'aide de l'équipe. C'est de pouvoir comment dirais-je, essayer de trouver les talents de l'humain parce que c'est très important pour donner cet enseignement vraiment académique. Et nous avons une équipe de professeurs vraiment formidable parce qu'ils sont en train d'apprendre des nouvelles techniques pédagogiques à travers tout mon parcours. Et là, ils sont en train de faire un travail, Inch'Allah, pour les amoureux de la musique et des enfants. Comme demain, Inch'Allah, pour ce concert, le premier anniversaire de notre Académie internationale. Alors justement, je vais revenir un petit peu à ces techniques pédagogiques, c'est ce qui est quand même très important et de taille. Donc au niveau justement de l'Académie, quels sont déjà les modules que vous enseignez sur place et surtout l'Académie et j'ai envie de dire, des stages. Oui, alors la première des choses, c'est vraiment, nous on dit pour... aux enfants de 7 ans, 77 ans. Moi, j'ai dit 99 ans ce matin. J'ai dit 99 ans, mais j'ai dit accompagnés de leurs parents. Voilà. Ça, c'est bien. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le monde. Donc, il y a les tranches d'âge, ça commence à partir de 6 ans. Donc, et puis, nous avons donc des enfants de tout âge. Bien entendu, il y a aussi des adultes. Il faut savoir, presque 40% de nos étudiants, c'est des adultes qui veulent vraiment faire. Parce qu'on a compris aussi l'importance, je dirais même sociologique, socioculturellement parlant. C'est très important que les gens puissent vivre leur vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de j'ai pas eu les moyens et j'ai pas trouvé forcément un endroit pour cela. Là, c'est possible. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose de très important d'être à l'écoute de ce besoin socioculturel par rapport aux adultes. Et bien entendu, pour les enfants, nous, notre académie, il y a l'obligation d'apprendre le solfège, qui est donc base vraiment très importante. C'est ce que vous avez dit, quand même, un bord académique par rapport à ça. Et puis, il y a deux types de musique. On fait toute la musique algérienne. Je dis toute musique avec S algérienne, puisque notre et bien entendu, les instruments, beaucoup font du piano, du violon, la guitare, et le chant, et l'oud. Donc voilà, donc il y a beaucoup de diversité par rapport aussi aux instruments. Notre académie aussi est ouverte aux professionnels. Donc ce qu'on fait aussi, il y a un cycle professionnel, et ça c'est gratuit pour les professionnels qui veulent avoir donc une formation de courte durée, venir poser des questions par rapport à des besoins techniques pour les aider, pour les orienter. Donc moi je suis à la disposition de tous mes confrères musiciens pour s'ils le souhaitent, leur donner aussi une vision, même si on ne parle pas de formation, mais peut-être un stage, une masterclass qui pourrait aider certaines choses techniquement, ce qui est le cas dans une carrière d'artiste. Mais aussi, nous faisons aussi des concerts éducatifs gratuitement pour les enfants, notamment pour les enfants défavorisés, pour créer la possibilité qu'ils découvrent cette musique, parce que c'est
n'est pas élitiste, elle est ouverte à tout le monde. Effectivement. Il y a un musicien qui sommeille en chacun de nous. L'idée, c'est vraiment de le développer. C'est le seul langage universel. Exactement, exactement. Quand je dis musique avec toute sa diversité, bien entendu de musique algérienne, mais aussi de musique universelle. Et on a fêté l'année dernière, le 1er juin dernier, donc 2021, la Journée internationale de l'enfant. Et donc là, la chorale, donc toute jeune chorale, on avait juste commencé l'année dernière, donc on a fait un concert pour les enfants. C'était un concert des enfants pour les enfants. Ah ben voilà. Mais sinon, donc encore une fois, pour revenir un petit peu à l'enseignement, pour revenir encore une fois au module, alors effectivement, il faut dire qu'il y a plusieurs associations aujourd'hui qui existent, qui offrent un petit peu l'opportunité et la possibilité aux enfants d'apprendre la musique. Ça commence toujours par le mandoline. Enfin, c'est un peu la tradition chez les associations à votre niveau. Est-ce qu'il y a quand même un parcours qu'on doit suivre ou c'est vraiment au de l'enfant ou de la personne qui vient s'inscrire à votre niveau? Non, non, il y a un parcours. Il y a un parcours parce que je pense pour arriver à l'excellence, il faut absolument avoir un enseignement, comme vous dites, académique. Et dans l'enseignement académique, il y a des étapes, enfin, des acquis qu'on doit valider au fur et à mesure qu'on apprend les. Et ce n'est pas du tout comment dire, une question d'âge, c'est une question de niveau. Parce qu'il peut y avoir un enfant de 8 ans qui joue beaucoup mieux qu'un enfant de 13 ans parce qu'ils ont commencé différemment, parce qu'il y a des aptitudes physiques et intellectuelles qui sont différentes. Donc, nous, on essaie de voir tous ces aspects-là, notamment l'aspect psychologique de l'enfant, la vitesse de perception des choses, le côté complètement, comment dirais-je, manuel, parce qu'il y a des enfants qui manient beaucoup plus facilement les instruments que d'autres. Donc on étudie tout ça, et puis après on leur donne un parcours en fonction de leur niveau. Mais ce parcours, il est échelonné par des étapes qui doivent absolument l'aider à régler premièrement des problèmes d'ordre technique complètement, et aussi c'est une éducation par rapport à l'excellence, par rapport à la régularité dans le travail, parce que pour former un très bon musicien, il faut beaucoup de travail, beaucoup de patience. Donc c'est une éducation aussi et qui aide les enfants dans leur cursus même scolaire, parce qu'il y a une étude qui a été faite par des Canadiens qui ont prouvé que pour un parcours scolaire normal et un parcours scolaire qui comprend donc une activité artistique, mais surtout musicale, donc il y a une différence. Donc ceux qui font de la musique ont beaucoup plus de facilité parce que justement il y a une gymnastique, une souplesse du cerveau qui a été éduquée par rapport à cela. Donc voyez-vous, donc l'enseignement de la musique est très important, mais quand il est fait sur des bases vraiment très académiques. Et puis il faut dire que quand il est fait sur des bases académiques, ça ne peut avoir que de bonnes retombées sur le rendement scolaire. Exactement. Voilà. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. On rappelle que demain, Inch'Allah, donc il y aura le concert donné par des enfants. Voilà. Donc ce sera au niveau. Donc juste la salle Orchidée au niveau du Sofitel, le Hamma, donc là où il y a notre académie. À partir de 22h, Inch'Allah, marhaba bikoum. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à de vous nous avoir en tout cas reçus. d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Donc, demain, le concert sera donné à une trentaine d'enfants. Donc, salle Orchidée. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous ce matin. Et vous le savez, nous sommes en train de célébrer en ce moment le mois du patrimoine du 18 avril au 18 mai. Et lorsqu'on parle de patrimoine et patrimoine algérois particulièrement, on pense directement à la Casbah, n'est-ce pas? Et comment le cœur palpitant donc de la ville d'Alger, donc la Casbah qui est en train donc de se rénover, d'avoir plusieurs espaces afin justement de pouvoir recevoir ces touristes comme il faut. Et d'ailleurs plusieurs restaurants qui ont ouvert leurs portes, mais des restaurants justement qui font toute une, j'ai envie de dire, reconstitution de fait afin de vivre la véritable vie algéroise. Et c'est justement Leïla Ben Aïcha qui s'est intéressée à ce sujet dans ce reportage, et on se retrouve juste après. La Casbah, ce plus vieux quartier est aujourd'hui livré à une bataille de survie pour préserver son riche patrimoine matériel et immatériel. Se lançant dans la promotion de ce patrimoine et du tourisme local, plusieurs familles de ce quartier ont choisi de transformer leur ancienne demeure en restaurant traditionnel.
C'était donc une virée à la Casbah d'Alger en compagnie de Leïla Ben Aïcha. Cette fois-ci, on va parler encore une fois registre santé, nutrition, particulièrement en compagnie de docteur Yasmine Ben Guedih. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Et vous, ça va? Ça va très très bien. Alhamdulillah. Très très près, vous me regardez comme ça? Non. Ah d'accord, je me suis dit, elle va encore poser les boissons gazeuses. Heureusement, elle n'a rien dit. Le dernier jour de Ramadan, je vous poserai la question. D'accord. J'ai encore quelques jours d'effort. D'effort. Je vous laisse le temps. Je laisse le temps. Mais aujourd'hui, donc, on va parler quand même de viande. Oui. Alors, il faut dire que les viandes, c'est une grande question et un grand débat jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y en a ceux qui disent, allez-y, on peut manger, on peut se faire plaisir, et d'autres qui disent, non, attention, c'est pas bon, particulièrement les viandes rouges. Oui. Alors, je vais expliquer un petit peu les protéines d'abord. Alors, les protéines, c'est les matériaux de construction de notre corps. Et c'est comme des briques. Ils ont un rôle fondamental dans la fabrication de nos tissus. Le muscle, les cheveux, les ongles, les os, nos hormones surtout. Et où est-ce qu'on trouve ces protéines? Dans la viande. Dans la viande, voilà. Bon, il y a les poissons, les œufs, la viande, les produits laitiers, mais notre sujet aujourd'hui, on va parler de viande. Les viandes de manière générale. De manière générale, voilà. Donc, la viande, comme on a dit, elle sont riches en protéines, en acides aminés essentiels. Pourquoi on dit acides aminés essentiels? Notre corps ne les synthétise pas. Donc, on est obligé de les apporter par notre alimentation. Et les viandes sont riches en acides aminés. Voilà. Et la viande aussi, elle est riche en vitamines et minéraux, tels que la vitamine B12. Alors, si on a une carence en vitamine B12, on peut avoir de l'anémie, on peut avoir des troubles neurologiques, une glossite, l'inflammation de la langue. On peut avoir aussi des fourmillements des membres inférieurs et tout ça. D'où l'intérêt de manger des viandes. Voilà. On peut avoir aussi, elle est riche en sélénium. Le sélénium, c'est un puissant antioxydant, anti-cancer. Donc, il y a eu des études, l'Organisation mondiale de la santé avait déconseillé la consommation de viande à un moment. Elle avait relié la consommation de viande à l'apparition du cancer colorectal, au diabète, aux maladies cardiovasculaires. Et là, des études récentes ont démontré l'inverse, au contraire, que la viande était riche en antioxydants, anti-cancer, tels que le sélénium, riche en cholestérol, et le cholestérol est un antioxydant anti-cancer aussi. Elle est riche aussi en zinc pour renforcer notre immunité. Donc, l'intérêt de consommer de la viande, voilà, parce qu'elles sont riches en minéraux, en vitamines, en antioxydants. Alors justement, l'intérêt de consommer de la viande, donc on voit quand même que les viandes sont très riches en plusieurs nutriments, donc qui participent un petit peu à la construction de notre corps. Mais entre-temps, docteur, nous avons plusieurs types de viande. Donc nous avons les viandes blanches, les viandes rouges, nous avons les poissons, les œufs. Donc est-ce qu'il y a une viande qu'on devrait privilégier par rapport à une autre? Non, pratiquement la même nutritionnelle. À la différence que les viandes rouges, elles sont un peu plus grasses que les viandes blanches, mais il ne faut pas avoir peur de ces gras-là. C'est des acides gras saturés, puis pour la santé. Il y a eu des études aussi, des études récentes qui ont montré qu'il n'y avait aucune relation entre les acides gras saturés qui proviennent des viandes et l'apparition des maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer. Bon, pour la viande blanche par exemple, c'est que la viande blanche, c'est une viande maigre. Elle est beaucoup moins grasse, mais elle contient les mêmes nutriments, la même valeur nutritionnelle que les viandes rouges. Le poisson est un peu plus riche en protéines que les viandes rouges et la viande blanche. Les œufs aussi contiennent une bonne portion de protéines, d'oligo-éléments, de vitamines. Donc, il faut varier les apports en protéines. Il faut, c'est-à-dire, consommer 2 fois par semaine de viande rouge, 2 à 3 fois par semaine de poisson. Les œufs, il faut avoir un apport varié. Voilà, justement, c'était la question que j'allais vous poser, donc c'est un apport varié, mais sinon, comme vous nous le dites, à chaque fois, tout est bon avec modération. Exactement. Voilà, donc tout est bon avec modération. Justement, si on vient aujourd'hui par rapport à l'apport, par rapport
consommation de la viande, on devrait la consommer comment aussi durant la semaine, parce qu'encore une fois, il y a un débat autour de ça. Il y en a ceux qui disent juste 2 fois par semaine, juste 1 fois par semaine. Alors là, tous les jours, il faut lier. Oui, tous les jours, c'est pas conseillé tous les jours. Il faut conseiller 500 grammes par semaine. 500 grammes par semaine de viande rouge. C'est faisable. Donc, on peut avoir, durant un repas, 200 grammes de viande, matin et le soir. Donc, c'est 2 fois par semaine. Jusqu'à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. 2 fois par semaine, c'est pas Mina Abed en tout cas qui se rend compte de le savoir en tout cas. Elle voulait beaucoup plus, tous les jours. Alors, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit tous les jours, 1 fois par jour. Si c'est 500 grammes par semaine, c'est faisable, d'accord. 500 grammes par semaine, oui, c'est faisable, donc 100 grammes par jour. C'est ça. Environ. C'est ça. 100 grammes par jour. C'est ça. Voilà. Là, notre réalisateur qui vous dit 500 grammes par plat, ça pourrait y aller. C'est trop. Franchement, les gens de Canal Algérie, comment ils négocient quand il s'agit de nourriture. Le moindre petit. Heureusement que ce ne sont pas vos patients, en tout cas. Quoique, même mes patients, ils négocient de temps en temps. Hein. C'est difficile de leur dire. Tous les jours. De façon vraiment disproportionnelle. Voilà. Alors, il faut dire aussi que les viandes sont très présentes dans le régime méditerranéen. Oui. Et c'est vrai que les viandes agrémentent beaucoup nos recettes, nos plats. Et le livre, donc des recettes algériennes, vous connaissez, c'est l'un des premiers livres des recettes algériennes qui a été édité. Justement, Sophia Chouban nous propose des recettes à base de viande, des grillades particulièrement. Donc, on laisse voir et on se retrouve juste après. La table algérienne sera toujours garnie de viande, d'abats et de grillades. Ce volet dégustatif est préparé si savamment que chacun des plats met le bouche. Rien ne vaut les brochettes de foie. Le foie en sauce, kebda mcharmla, le foie en sauce tomate ou la cervelle à la tomate, mor tomatesh. Pour les gourmands, la panse farcie en sauce ou les aux légumes peuvent être accompagnés d'une salade fraîche. Par contre, les fins de palais ne disent pas non aux poissons du jour, notamment la sardine reine avec laquelle se prépare une dolma succulente. Le merlan frit fait exception quand on y ajoute une dose de citron frais. Mais les sardines à l'escabèche assaisonnées d'une sauce tomate sont très appétissantes. La préparation de la sauce tomate, quant à elle, n'est pas difficile à faire, tout comme celle des crevettes en sauce. Le thym, l'ail et le laurier sont de mise en y ajoutant du persil. Les amateurs d'escargots trouvent leur petit bonheur en mangeant une soupe agrémentée de thym sauvage et d'armoise. Donc, rendez-vous pour le prochain numéro de cette saga culinaire proposée par Canal Algérie. Bon appétit! Eh oui, bon appétit, comme elle le dit si bien, Sophia Chouban. C'était donc quelques recettes à base de viande, des grillades particulièrement. Et justement, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de viande. Déjà, la bonne nouvelle que la viande n'est pas responsable des maladies cardiovasculaires et des cancers. C'est déjà la bonne nouvelle du jour. Voilà. Mais bon, il y a une autre deuxième sorte de viande, c'est les viandes transformées. Oui. Les viandes transformées, donc elles ont été... Ça, c'est une catastrophe. Voilà. Et les études ont confirmé la relation entre le cancer de l'œsophage, le cancer du côlon, pour tout ce qui est charcuterie, saucisson, saucisses, les conserves aussi. Ah oui, oui, les conserves, le surémi. Mes enfants, ils vont être déçus, ils adorent ça. Mon fils aussi. Oui, tout ça, c'est des viandes transformées. Ils sont riches en nitrites et en nitrosamines. C'est des produits chimiques hautement cancérigènes. Et une étude a montré la consommation de 50 grammes par semaine était à l'origine de l'apparition de cancer. 50 grammes par semaine. Voilà. Donc, c'est énorme. Ah oui. Donc les viandes transformées, franchement, à bannir.
de nos assiettes, de nos habitudes. Je vais pas négocier ça de toute façon parce que ça me dit rien. Tant mieux. C'est déjà pas mal, hein. Oui, oui, Bon, super. comme quoi on négocie pas tout. Hein. Exactement. Et puis il y a personne qui négocie au niveau de la régie. Très bien. Ça tant va. mieux. Donc on Donc, négocie ça va, pas. Ça va. Donc, alors justement, donc là, nous avons vu que la bonne nouvelle, c'était donc que les viandes, bien entendu, étaient bonnes pour la santé et n'étaient pas forcément à l'origine donc de plusieurs maladies, à condition, encore une fois, d'aller vers une consommation donc modérée. Mais sinon, finalement, quelle est l'origine un petit peu, on va dire, le premier responsable de l'apparition de ces maladies du siècle, donc diabète, maladies cardiovasculaires, cancer? L'origine de ces maladies-là, c'est le sucre. C'est le sucre, c'est l'ennemi numéro un. Le sucre entraîne des maladies inflammatoires chroniques de notre corps. Donc, justement, par exemple, pourquoi ils ont au début, qu'est-ce ils avaient dit que la viande était à l'origine des maladies cardiovasculaires et le cancer? Mais c'était une étude faite en Europe, en Amérique, par exemple. Ils ont étudié sur une viande, leur viande, oui, donc c'est une viande qui est riche en fer, en fer hémique et le sucre. Donc quand ils mangeaient cette viande-là, leurs malades présentaient des maladies, diabète et le cancer. Et c'est là qu'ils ont compris l'intérêt d'égorger les bêtes d'eau. C'était pour faire saigner cette viande-là. Et quand on faisait vider cette viande de ce fer et de ce sucre, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de relation entre les maladies, toutes ces maladies cardiovasculaires et les cancers. C'est ce qui explique à peu près l'étude, les résultats de l'étude. C'est ça. Les résultats de l'étude. Donc, encore une fois, pour revenir, pour rappeler encore une fois les proportions, donc 500 grammes par semaine. Par semaine, voilà. C'est ça. En tout cas, ça répond pas à la norme. Je pense, oui, entre le bourek, shorba et le plat de résistance. Et tout est fait à base de viande. De viande, oui. Bon, quand c'est des petites portions, ça peut se faire. Mais quand c'est des grandes portions... il faut éviter ça. Voilà. Donc, encore une fois, une question, docteur Yasmine, par rapport donc, à la consommation de viande, par rapport au régime donc, particulier, par exemple les régimes amaigrissants, par exemple. Donc, il est vraiment conseillé de prendre des viandes grillées, généralement, ou au four, donc tout dépend de la préparation. Donc là, est-ce qu'il y a des viandes conseillées plus que d'autres viandes quand il y a un régime alimentaire comme ça particulier? Alors, ça dépend. Quand on fait, il y a plusieurs régimes. Il y a plusieurs régimes. Alors, quand on fait un régime cétogène, le régime cétogène, on favorise une alimentation grasse. Oui. On apporte environ 75% de gras et 5% de glucides. Donc, on favorise les viandes grasses. Donc, la viande rouge. Voilà, la viande rouge et entre autres le mouton. C'est plus gras que le bœuf. Donc, on conseille plus ça. Parce que avec le régime cétogène, on maigrit en mangeant du gras. Oui. Finalement. C'est paradoxal, mais... oui. Et puis, on guérit. Il a été inventé, ce régime-là, pour des maladies neurologiques. Et il guérit le cancer, il guérit le diabète, il guérit l'arthrose, l'ovaire polykystique. Donc, par exemple, ce régime-là, on favorise plus la viande rouge, la viande grasse. Mais quand on propose un autre régime, par exemple le régime local... Excusez-moi, pour le régime cétogène, ce n'est pas un régime non plus qui est conseillé à personne. Si, on peut le conseiller. Ça dépend de l'objectif de la personne. Si on veut guérir une maladie, on le propose. Si on a une personne obèse, vraiment obèse, un BMI qui dépasse les 40, on le propose. Moi, mes patients, j'ai pas mal de patients que je les mets sous régime cétogène. Moi-même, je l'ai essayé. J'ai vu disparaître ma douleur, ma sciatique, mes douleurs d'arthrose, la fatigue chronique. Voilà, donc ça dépend, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Voilà, donc finalement, la consommation de viande dépend du régime qu'on va encore une fois proposer aux patients. Voilà. Alors, justement, encore une fois, donc, par rapport à la consommation de viande, mais cette fois-ci par rapport à la surconsommation de la viande, donc on a toujours incriminé, j'ai envie de dire, la maladie de la goutte. On a toujours incriminé la viande, justement, par rapport à la maladie de la goutte. Et pourtant, vous nous dites que c'est une idée reçue. Il y a eu des études
qui ont démontré qu'il n'y avait aucune relation entre la consommation de viande et l'apparition de la goutte. D'autant plus que c'est une maladie que nous avons de tout temps et pendant longtemps appelée la maladie des riches. Des riches, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, il y a des études, heureusement que la science évolue, et heureusement, il y a eu des études en 2019. Ils ont montré, récentes, exactement. Ils ont montré que tout aliment riche en purine était à l'origine de l'augmentation de la urique. Et les aliments riches en purine, c'est la viande. Bon, elle contient des purines, oui, d'accord, mais par exemple, les brocolis, ils sont plus riches que la viande en teneur par rapport à la teneur des purines. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que c'était le sucre des fruits, le fructose, et le sucre des boissons sucrées qui étaient à l'origine de cette maladie-là. Pourtant, le sucre des fruits, on dit toujours que c'est un sucre naturel et qu'on peut permettre, encore une fois avec modération. Avec modération, parce que finalement, le sucre de fruits, si une personne consomme beaucoup de fruits, elle risque aussi d'avoir le foie gras, une stéatose hépatique. Parce que le fructose, il passe pas dans le sang directement. Lui, il n'élève pas l'insuline. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il passe d'abord dans le foie. Donc, il est stocké dans le foie. Et si on mange beaucoup, il va y avoir un stockage au niveau du foie. Il va provoquer le foie gras, il risque de provoquer la goutte. Moi, je comprends mieux maintenant mon père, Allah yarhamou, quand il avait cette maladie. Il me disait, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poisson, j'ai tout arrêté, mais j'ai encore une crise de goutte. Là, je comprends mieux que finalement, c'était dû aux fruits. Voilà, donc finalement, il y a eu privation, privation pour rien. Et comme vous avez dit, heureusement que la science évolue et qu'elle peut quand même nous éclairer sur certaines idées, certaines questions. Alors, nous avons beaucoup parlé donc des bienfaits de la viande, mais il reste quand même 500 grammes par semaine. Ça risque de choquer beaucoup de personnes, les carnivores particulièrement. Là, c'est mon fils en tout cas qui ne sera pas content de la nouvelle. Par contre, il y a un régime carnivore où on le propose généralement pour les personnes qui présentent des maladies auto-immunes. D'accord. Des maladies auto-immunes. Ils mangent que de la viande, pas de la viande particulièrement, mais tout ce qui est protéines. Voilà. Viande rouge, viande blanche, œufs, fromage, produits laitiers, mais pas le lait, parce que le lait contient le lactose. Lactose est un sucre, il est inflammatoire. Voilà, donc fromage, œufs, on le propose pour certaines maladies. Voilà. Mais sinon, parlons encore une fois de protéines et l'apport de protéines, vous l'avez j'ai envie de dire faire une très belle métaphore, ce sont les briques un petit peu qui constituent notre corps, mais on peut trouver aussi des protéines d'origine végétale aussi. Donc, est-ce qu'elles ont pratiquement, j'ai envie de dire, les mêmes valeurs nutritionnelles ou privilégiant quand même les protéines animales? Non, il faut privilégier les protéines animales. C'est vrai qu'elles contiennent des protéines. Elle a une proportion, mais beaucoup plus moindre que les viandes, donc que les protéines animales. Et j'ai parlé au début des acides aminés essentiels. Par exemple, les viandes, elles contiennent tous les acides aminés essentiels que notre corps ne peut pas synthétiser. Par contre, les protéines végétales, non. Donc, il faudra combiner plusieurs. Voilà. Par exemple, prendre des lentilles combinées à du quinoa, qui sont des céréales, des haricots. Voilà, il faut faire vraiment une combine pour avoir tous ces acides aminés. Donc, je dirais qu'ils n'ont pas la même valeur nutritionnelle. Voilà, privilégiant encore une fois les protéines animales. Et juste un petit détail, la viande aussi, elle contient de la vitamine K2. La vitamine K2, c'est quoi son rôle? C'est de ramasser tout le calcium du sang et le fixer sur l'os. Et si on ne consomme pas assez de viande, on risque d'avoir une calcification de nos artères. La première catégorie de personnes qui me vient en tête, ce sont les femmes enceintes et celles qui allaitent. Exactement, exactement. Il y a risque de faire aussi une ostéoporose. Donc, d'où l'intérêt de consommer des viandes. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur Yasmine, d'être revenue sur la viande et surtout d'avoir donné une très bonne nouvelle aujourd'hui pour les grands carnivores, les grands consommateurs de viande avec modération, encore une fois. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci à vous. On se voit la semaine prochaine. Peut-être, probablement. Voilà, probablement. Merci beaucoup, en tout cas, docteur, d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue, nous allons nous retrouver pour la dernière station de cette matinée, mais ce sera juste après cette balade en images qu'on vous propose. À tout de suite.
Et voilà, de retour sur le plateau et cette fois-ci, nous allons encore parler d'art, de musique, de chansons et ce sera accompagné de notre invité Halima Souad Kaddour. Halima Souad, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, marhaba bik. Merci, Allah yajzak. Ça va? Ça va très très bien. On est à l'aise? Très à l'aise. Très bien, en tout cas, vous êtes accompagné de votre ami fidèle? Oui, le lutte. Oui. Il a un nom? Non, Halima Souad. Halima Souad. Il porte votre nom. Il porte mon nom. Il porte votre fidèle nom. aussi. Ah, certainement, certainement. Pourtant, on dit que les instruments de musique ne sont pas fidèles. Ah bon? Enfin, c'est ce que les coachs en musique, j'ai envie de dire, disent lorsque les enfants ne répètent pas à la maison. On dit qu'on va oublier très vite. Ah oui? Non, pour moi, est fidèle. il a plus de 20 ans. Alors, c'est vous qui êtes fidèle. Ah oui. Alors, c'est Les vous deux, qui les êtes deux. fidèle. Les deux, les deux. Donc, les deux. Allez, restons sur les deux. Alors, Halima Souad, donc vous êtes musicienne, vous êtes interprète, vous êtes chanteuse, n'est-ce pas? Compositrice. Alors, aussi. compositrice, ça fait une vingtaine d'années que nous sommes dans le domaine? Non, plus. Un peu plus. Depuis, je suis née artiste. Depuis mon jeune âge. Ah bah, comment ça a commencé? Comment ça s'est déclenché? Alors, écoutez, à l'école. Ça a déclenché à l'école, commencé à chanter des anachid, wataniya, et puis j'ai découvert que j'ai des talents, un talent pour le chant. Après, à l'âge de 12 ans, je commençais à composer carrément. Et j'ai composé ma première chanson intitulée... à 12 ans, oui. Intitulée Min Awal Nadra. À l'époque, c'était un style... Moi, je suis née et vécue à Béchar, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après, à Oran, que actuellement je vis à Oran. D'accord. Voilà, et ça a commencé depuis l'âge de 12 ans. Et j'ai évolué voilà. là. Et l'aventure continue. Et l'aventure continue. Voilà, l'aventure continue. Vous êtes passé par des écoles, par des associations, par des j'ai envie de dire des formations particulières? Oui, une belle école, c'est la vie. Une belle école, oui. C'est la meilleure des écoles. C'est la meilleure des écoles. Et dernièrement, j'étais obligée de faire des cours en musique, tout ce qui est solfège, pour complémenter un petit peu mes connaissances musicales. Voilà, et justement, toute cette belle aventure qui dure un peu plus de 20 ans, donc en musique, ça va, on va dire, ça va se couronner par un album que vous allez lancer très prochainement, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, très prochainement. Actuellement, je suis sur la 4e chanson. On a 4 chansons. J'ai commencé à... Donc, je suis l'auteur, la compositrice donc, de mes chansons. Les 2 premiers, j'en ai 15, ou 18 ou 20, je ne sais pas maintenant. Oui, bravo. C'est en attente. Et récemment, j'ai connu une personne qui est M. Smati Mohamed Koraibat, un poète, un philosophe, et qui est mon directeur artistique. Ah oui, il a plein d'idées. Avec lui, on retrouve un style un peu spécifique. Vous retrouvez un petit peu votre chemin, votre identité musicale. Exactement. Il y a un style particulier que vous chantez, que vous aimez chanter? Alors écoutez, moi je chante l'algérien et le maghrébin, en général. Je fusionne plusieurs genres musicaux, donc la musique universelle. Mais surtout je suis fan de la chanson algérienne des années d'or, des années 70, 80, 90. La chanson créée par des musiciens et des auteurs et compositeurs connus. Allah yarhamhom, Selwa, Nora, Nadia Kerbash, El Habib Hashlaf, Mahboub Safar Bati, Rabah Riassa, tous ces gens qui ont créé la vraie chanson algérienne. On appelait à l'époque la chanson actuelle et moderne. D'accord. Donc, je suis moi fidèle et je reste fidèle. Vous faites la promotion, donc à cette avec chanson, une vous êtes dans la touche, préservation. Une touche un peu moderne, actuelle, et une touche spécifique. Alors, Halima Souad, vous nous avez ramené un extrait qu'on va écouter ensemble et après vous chantez. Oui, donc c'est ma dernière chanson intitulée « Tambour de la paix ». Cette chanson, elle est faite pour célébrer un événement le mois d'octobre. C'est dans un festival, on chante la paix en France et au Canada. Voilà. Très bien. Allez, on va écouter un petit extrait.
passé. Ne te prive pas d'aimer, quelle que soit la manière. Les cœurs sincères allument sans cesse la lumière. Écoute ton cœur, écoute la voix du bonheur. Ta voix tracée ne regarde plus le passé. Ne te prive pas d'aimer, quelle que soit la manière. Les cœurs sincères allument sans cesse la lumière. Aime ceux qui t'aiment, ne te prive pas des je t'aime. Offre des présents, il y en a toujours suffisamment. Les peuples doivent se connaître pour un meilleur bien-être. Terrouya, je suis ta sœur, unissons alors nos cœurs. Terrouya, je suis ta sœur, vivons en paix, vivons sans faire ni guerre. Magnifique, vraiment, ça emmène en voyage, hein, tout ça. Hein. C'est vrai. Ah, vraiment, vraiment magnifique. C'est vrai que de lui-même. Hein. C'est un instrument très sensible. Et il touche vraiment les âmes. Fond d'elle, oui. C'est la raison pour laquelle vous l'avez choisi, la haute? Oui, je crois, oui. En plus, c'était une belle expérience lorsque je vivais à Béchar. Donc, presque tout le monde jouait. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que la région de Béchar, c'est vraiment une région qui est connue par tous ces amateurs du oud, même si on ne fait pas particulièrement une carrière en musique, mais pratiquement dans chaque maison, nous avons au moins un luth. Au moins un luth. Oui. Voilà. Et moi, vous avez hérité de cette belle tradition. Surtout, j'ai hérité ça de notre grand musicien Allah. Allah, si vous connaissez. Effectivement, Allah. Oui. Et comment Allah qui a quand même fait voyager la musique algérienne dans le monde. D'ailleurs, on l'appelle Allah al-Bishari. Allah al-Bishari. Voilà, effectivement. Alors, vous êtes venu accompagné de votre ami fidèle, donc vous êtes fidèles l'un à l'autre. Probablement un petit quelque chose. Oui. À en dire. Oui, bien sûr. Bon, on va essayer de... Vous êtes à l'aise, ça va? Ça va. On va essayer de... Donc cette chanson, je le disais, votre chaîne qui s'exprime dans cette émission, Bonjour d'Algérie. On est gâtés ce matin. Je l'ai composée vers 3h du matin. Rien pour nous. Rien pour nous. Oh, quel honneur vous nous faites ce matin. Magnifique, franchement magnifique, c'est toute la régie qui est partie avec vous en tout cas. Aïcha El-Bgar, vous aimez? Oui. Et comment? Du moment où je suis de la région, donc voilà. Je peux écouter ce genre de musique. Aïcha El-Bgar, Hasna El-Bisharia. Oui, quoi d'autre? Il y a pas mal de musique. Voilà, effectivement. On reconnaît d'ailleurs les sonorités de la région. Les sonorités de la région, effectivement. Et donc, alors, nous avons parlé justement d'un album qui se prépare, n'est-ce pas? Donc, vous avez déjà préparé 4 chansons jusqu'à maintenant? J'ai enregistré 4 chansons. Vous avez enregistré? Oui, 4 chansons. Mais il y en a plein d'autres qui attendent. Une quinzaine de chansons. En attente.
Alors, on voit quand même que vous chantez beaucoup la paix, que vous chantez beaucoup l'amour. Oui. Oui, on m'appelle la chanteuse de l'Ourniya Multazima, que j'étais Multazima, qui traite sujet de la société. Même, je chante l'amour en général. Hein, et surtout ces derniers temps, avec ce qui s'est passé en Algérie et la traversée qui passe bien les Algériens, je chante l'amour, je chante l'union, surtout l'union. Voilà, je chante ce que je ressens et je sens en tant qu'Algérienne et après en tant que femme aussi. Hein. Voilà, surtout. Vous avez participé à des concours, à des compétitions, à des concerts de musique? Oui, si Dieu j'ai une chanson intitulée هذه الحقيقة أنا جزائري وهذه الحقيقة d'ailleurs que je présente pour passer le concours national au niveau de la radio. Donc une belle chanson patriotique écrite par monsieur Smati Koreba et composée par moi-même. Voilà, une très belle chanson. Très belle chanson. Oui, une très belle chanson. On aura un petit extrait aujourd'hui? Oui. Juste un petit truc. Voilà. Oui. Allez, en exclusivité. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite une très très belle continuation. Merci, Razek. Et je remercie infiniment pour l'invitation. Bonne continuation pour vous et pour votre émission qui est vraiment magnifique. Allah yselmek. Merci beaucoup. En tout cas, marhaba bik. Pourquoi à la sortie de votre album, vous viendrez le présenter en exclusivité? Avec plaisir. Voilà. En tout cas, marhaba bik. On vous souhaite une très très belle réussite et très bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Halima Souad Kadour. Donc on se quitte avec une petite interprétation. Je vous donne une petite interprétation. Voilà, je vous laisse choisir. Je vous laisse choisir. Je prépare une chanson. Bon, c'est dans un cadre d'un projet. Pour les jeux missionnaires. Voilà. Donc juste un petit passage. Alors nous sommes en pleine actualité. Alors je vous laisse donc nous jouer un petit quelque chose. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous et je vous retrouve avec un énorme plaisir dès demain à partir de 9h. Au revoir. Tu es celle. Tu es belle, sensationnelle, زينك فتان. Tu es celle à qui je donnerai mon âme. Tu es l'air qui me fait fondre en larmes. Tu es ma citadelle, عشقك هبال. أنت يا بلادي زينك يهبل. أنت اللي